Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au sommaire cette semaine. Seuls 50% des Français pratiquent une activité sportive régulière de plus de 30 minutes par jour. C'est bien loin des recommandations de l'OMS et du gouvernement qui a fait du sport une grande cause nationale l'année des JO de Paris. Alors comment cette volonté d'activation se reflète-t-elle sur le terrain, dans les clubs et au niveau des enseignes sportives? Aujourd'hui, nous accueillons deux anciens athlètes, une à la tête d'une enseigne spécialiste multisport et l'autre à la tête d'une start-up. Voyons si la connaissance du terrain, l'expérience sportive sont une aide à la prise de décision. Mes invités, Emmanuelle Baillot, elle est directrice générale de Sport 2000, Théo Lapouche, fondateur de Sensus, et notre expert Julien Rebel, il est directeur général d'Altavia Palace. Il va nous parler des nouveaux visages du sport. À tout de suite. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. Le groupement coopératif Sport 2000 a été créé en 1966 par 36 commerçants indépendants. Parmi eux, trois grands noms du football français, Pierre Batteux, Juste Fontaine et Jean Djorkaeff. Même le siège social de l'entreprise est installé sur le site de l'ancien club house de l'équipe de France de foot. Un ADN 100% sport. Et maintenant, Sport 2000 a une ancienne athlète de haut niveau, Emmanuelle Baillot, comme directrice générale. Nous allons voir si ça aide pour exercer la fonction. Bonjour Emmanuelle Baillot. Bonjour Noémie. À mes côtés également Julien Rebel, directeur général d'Altavia Palace, notre expert. Emmanuelle Baillot, vous êtes en place depuis le 2 janvier 2024. Ce n'est pas votre première incursion dans une enseigne sportive. Vous avez été directrice commerce pour Intersport en 2015. Avoir été une athlète de haut niveau, ça aide à la décision de grandes décisions majeures pour l'entreprise? L'entreprise, le sport, il y a beaucoup de corrélations. Quand on fait une course, il y a une ligne de départ, une ligne d'arrivée, la course, des objectifs à atteindre. Dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. Une feuille de route, des objectifs à atteindre. Donc il y a une corrélation entre ces deux mondes. Et vous allez d'ailleurs nous dévoiler votre feuille de route tout à l'heure. Alors le groupe Sport 2000 a dépassé ses prévisions de croissance en 2023, une progression de 4,5% avec un chiffre d'affaires de 841 millions d'euros sur le marché français. Une sportive, elle a besoin de challenge. Quel est votre challenge aujourd'hui? Vous avez besoin d'être challengé, j'imagine. C'est mon moteur. C'est mon moteur. Le challenge, aujourd'hui, donc ça fait effectivement ce que vous disiez, ça fait 3 mois. Donc je suis dans une période d'intégration, d'observation pour construire le plan stratégique de demain. Et effectivement, c'est plus qu'un challenge, c'est une ambition, une vision, une feuille de route à décliner dans les années qui arrivent. Donc oui, plus qu'un gros challenge. Ouais. Malgré un démarrage 2024 qui semble être sous l'année 2023, le groupe a toujours pour ambition d'atteindre 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2028. Et pourtant, le chiffre d'affaires des enseignes sportives ne semble pas exploser, malgré le fait que le président a choisi le sport comme grande cause nationale et on est en pleine année olympique. Alors, Sport 2000 est aussi partenaire de la grande cause nationale. En ce moment, il y a une grande collecte qui est faite dans nos différents magasins. Et puis, on est aussi partenaire d'une course qui va avoir lieu le 6 octobre, une course intergénérationnelle. Donc oui, effectivement, le sport est la grande cause nationale actuellement. Après, il n'y a pas toujours des corrélations entre les événements sportifs, les grandes causes et le trafic au niveau des magasins. Mais comment on explique ce démarrage compliqué? Les Français ne suivent pas? Non, c'est pas que les Français ne suivent pas, c'est tout simplement, ce contexte n'est pas que au niveau du monde du sport. Le trafic, quels que soient les secteurs d'activité aujourd'hui, c'est plutôt plus ralenti sur cette période, sur ce premier trimestre. Donc c'est pas spécifique au sport. Donc, un nouveau projet d'entreprise post-2024 sera présenté en octobre. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dévoiler quelque chose? Alors, je suis en pleine écriture avec les équipes et puis les adhérents avec lesquels je travaille. Donc, vous dévoiler, non, je reviendrai avec grand plaisir. Après, les sujets sont souvent les mêmes. Et quelle est votre feuille de route actuelle, justement? Alors, les sujets, ça va être des sujets de marque.
marque Sport 2000. Le slogan « Ça match », est-ce qu'on est toujours dans une enseigne dans l'air du temps? C'est des sujets de positionnement. On est entre une intersection entre le sport et le sport loisir. Donc, est-ce qu'on a le bon positionnement? Au niveau de la transformation numérique, sommes-nous en avance? En retard, au niveau de l'économie circulaire, au niveau du RSE, tous ces sujets qui sont les piliers de toute marque enseigne. Et non d'un distributeur. Et justement, ce questionnement se retrouve chez d'autres enseignes sportives. Alors, le groupe Sport 2000 est au 3e rang de la distribution d'articles de sport derrière Decathlon et Intersport. Et justement, Decathlon, avec aussi une femme à sa tête, Barbara Martin-Coppola, a présenté le 12 mars son nouveau plan stratégique. Produit 13 marques au lieu de 70. Logo, magasin, on voit que tout est bouleversé. Intersport fait la même chose et semble vouloir bâtir un nouveau modèle avec un accent mis sur l'économie circulaire. Cela va vous forcer à changer quelque chose chez Sport 2000? On n'attend pas le changement de Decathlon et d'Intersport, qui sont nos compétiteurs, pour se poser effectivement ces questions. On va être vraiment sur de l'accélération de transformation. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tous ces items-là, on va forcément les aborder. Peut-être amener des marques propres dans votre assortiment, des MDD. On sait que votre stratégie actuelle, c'est 100% de marques de sport. Je ne vous cache pas que c'est un sujet sur lequel on travaille, le category management. D'accord. Decathlon va par exemple pousser la personnalisation de ses services. Dernier exemple en date, l'application Keep Run Pacer, un programme d'entraînement spécifique pour les runners. Quel est vous le dernier service personnalisé que vous offrez et est-ce que vous allez aussi faire l'usage de l'intelligence artificielle, de la tech sur vos surfaces de vente? Alors aujourd'hui, un service qu'on offre à nos consommateurs et aux pratiquants, de clients porteurs de la carte de fidélité, c'est le livret sport. Ça permet à chaque pratiquant de faire du sport et de pouvoir faire des économies dans nos magasins. C'est quoi exactement? C'est un programme de fidélité. Vous avez une application, c'est une application, vous faites du sport, vous cumulez des points et vous faites des économies dans nos magasins. Vous pouvez aller jusqu'à 60 € d'économies sur une année. Et vous pouvez aussi recevoir des produits de sport de très grande marque. En tout cas, le positionnement 100% marque, vous allez le garder. Je vous disais tout à l'heure qu'on réfléchit. Alors aujourd'hui, on est distributeur ou sélectionneur de marques internationales et nationales. Effectivement, nous réfléchissons sur certaines catégories si nous n'avons pas une possibilité d'offrir une offre un peu plus large à nos clients et nos futurs clients qui ne viennent pas chez Sport 2000 et les autres enseignes du groupe. Donc potentiellement de nouvelles marques. De nouvelles marques. Et je voulais juste rebondir par rapport aux services. Effectivement, on vend des produits, mais on vend aussi du service. Par exemple, chez Mondo Vélo, on vend des cycles, des vélos, mais aussi de la réparation de nos vélos. Donc déjà, on est sur cette dualité entre des produits et des services. C'est dur de rester sur le podium de tête des enseignes de sport. On a vu ce qui est arrivé à GoSport. Mais écoutez, un podium, il y a 3 marches. Nous sommes sur la 3e marche et on voit la volonté d'Intersport de vouloir resserrer l'écart entre les deux poids lourds et qui vise un chiffre d'affaires de 4 milliards l'an prochain. Donc on voit cette stratégie d'Intersport de vouloir se rapprocher, de devenir la première marque préférée des Français. Donc on sent cette compétition féroce quand même sur ce podium. Oui, alors c'est une course en bonne intelligence tous les 3. Après, nous avons des positionnements complètement différents et je pense que Sport 2000 sera d'autant plus performant dans les années à venir tout en gardant cette différenciation. Il y a de la place pour tout le monde. Alors justement, vos compétiteurs sont plus présents en centre-ville, Decathlon, mais aussi Intersport grâce à GoSport qui va arriver en centre-ville. Est-ce que vous, dans cette nouvelle stratégie qui va être dessinée, vous envisagez de venir plus en centre-ville? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enseigne Sport 2000 n'est pas très visible dans les grandes villes. Aujourd'hui, notre positionnement, nous sommes dans des villes de moins de 80 000 habitants. Donc on est complètement différent par rapport à nos compétiteurs en termes de positionnement. Et donc c'est des choses que l'on étudie. Maintenant, je ne vais pas signer sur ce sujet. Mais on n'a pas exactement les mêmes positionnements. Mais on réfléchit. De toute façon, le commerce, c'est l'omnicanal. L'omnicanalité, c'est des présences physiques et des présences digitales. Donc, voilà, tout peut être ouvert.
Et vous avez créé également des enseignes spécialisées qui sont associées aujourd'hui effectivement à Sport 2000. Oui. Est-ce que vous envisagez aussi peut-être de les faire vivre en propre dans des emplacements de centre-ville par exemple? Alors aujourd'hui, on a des enseignes spécialisées sport, donc Mondo Vélo, des enseignes spécifiques lifestyle, donc il y a Oise, UR Select et S2, c'est des enseignes de sneakers. On est plus à avoir un ancrage local pour nos magasins. On a aussi notre enseigne qui est EcoSport Rent, qui est en complémentarité de Sport 2000 Montagne, pour pouvoir avoir un maillage dans les différentes stations. Donc on est plus sur du maillage local et complémentarité des différentes enseignes que d'aller dans les centres-villes demain. Vous parlez de la montagne, 65% de votre chiffre d'affaires est réalisé par Sport 2000 Plaine, sauf qu'on sait qu'actuellement 90% des stations de ski françaises sont menacées par les hautes températures. Quel sera l'impact sur ces enseignes d'articles de sport? Est-ce que vous allez revoir l'assortiment? Est-ce que vous y pensez déjà? Bien sûr, nous y pensons. Nous sommes en sortie, on va dire, de saison actuellement. Et donc, ce sont des sujets sur lesquels on réfléchit. Comment on passe peut-être sur d'autres catégories, vente de produits, de services. Donc on est vraiment dans ce sujet-là par rapport à notre réseau montagne. Tout à fait. Merci Emmanuelle Baillot. Vous restez avec nous. On passe tout de suite au focus de la semaine. On l'a dit, Julien, le sport, c'est devenu la grande cause nationale du gouvernement. Mais quelle est l'équation gagnante du monde sportif? Selon vous, c'est le plaisir qui est allié à la performance. Et c'est d'ailleurs ce que disait Arsène Wenger, célèbre entraîneur d'Arsenal. Exactement, il disait le plaisir est l'un des carburants de la performance sportive. Et on peut utiliser cette citation à propos des enseignes de sport, des marques de sport ou même des salles de sport. En tout cas, il y a une véritable ambivalence entre l'offre plaisir et l'offre performance de ces lieux dédiés au sport. Si on prend dans les enseignes de sport Decathlon qui possède un maillage fin pour toucher un maximum de clients et de populations à travers des formats en périphérie des villes, des gros formats, mais aussi des formats adaptés aux plus petites villes et puis des formats de centre-ville, des formats city. On a même des corners chez les distributeurs alimentaires comme Auchan, comme Franprix. Et puis avec la nouvelle stratégie de Decathlon, on voit aussi des services apparaître comme la location de produits, comme la seconde vie à travers le reconditionnement des produits. De l'autre côté, on a Intersport, on en a parlé, qui grâce justement à l'acquisition il y a tout juste un an de GoSport va pouvoir investir les centres-villes. On a Sport 2000, on vient d'en parler longuement, et on a des acteurs émergents comme JD Sport, qui a déjà un réseau présent en France, mais qui, grâce à l'acquisition de Courir et grâce à l'acquisition de l'enseigne Gap, va renforcer ce réseau. Et d'ailleurs, il est en train d'ouvrir ces jours-ci son flagship sur les Champs-Élysées. On propose autre chose que des articles de sport ? Alors oui, on répond en tout cas à deux besoins. Le premier besoin, c'est l'achat d'équipements sportifs drivés par la performance technique et également par le bon rapport qualité-prix. Et puis de l'autre côté, l'autre besoin, c'est l'achat de textiles, d'habillements, qui lui, on est plus dans un parcours un peu plus plaisir, avec l'image prix qui est importante et évidemment le choix. Donc, on a les enseignes d'une part et d'autre part, on a les marques. Par définition, la marque cherche à créer de la préférence et de la désirabilité à travers des leviers traditionnels. On a notamment par les produits, avec le renouvellement des collections, avec en créant de la rareté, avec justement des précommandes. Mais on a aussi les leviers de communication, avec des collaborations exclusives avec des ambassadeurs, les réseaux sociaux, le sponsoring, etc. Et donc, grâce à ça, la marque va réussir à parler non seulement aux sportifs en quête de technicité et aux fashionistas en quête de style. Et on voit très bien chez les généralistes, comme Nike, mais aussi chez les spécialistes, comme Lululemon, que dans tous les cas, les marques arrivent à fédérer leur communauté
autour de la pratique du sport, mais au profit du lifestyle. Voilà. Merci beaucoup Julien Rebel. On va entamer la deuxième partie de cette émission. On accueille un deuxième athlète sur notre plateau. Théo Lapouche, bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes fondateur de Sensus, vous avez fait du cross-country. Vous proposez aujourd'hui des t-shirts, débardeurs, shorts cuissards, chaussettes, tours de cou. Vos vêtements de sport sont produits en France et ce qui est important pour vous, c'est une empreinte carbone réduite. Alors vous avez été athlète. Pour quelles raisons avez-vous choisi de créer une start-up? Vous ne trouviez pas l'équipement sportif adéquat? Alors tout à fait, effectivement. Moi j'ai toujours eu envie de créer une entreprise de toute façon et potentiellement une start-up également. Ensuite, au niveau des vêtements, effectivement, ou des équipements de sport, moi je cherche le meilleur compromis, c'est-à-dire le compromis technique, donc que ce soit un vêtement excellent, qui soit technique pour la course à pied ou pour d'autres sports, et qui ait un impact carbone minime, et en plus qu'il soit fabriqué en France. Et ça c'est quelque chose qui pour l'instant, à mes yeux, et il n'y a pas qu'à mes yeux effectivement, qui n'existait pas, et nous aujourd'hui on vient apporter en top priorité un vêtement technique qui répond aux besoins des consommateurs. Donc on vient notamment leur demander en amont ce qu'ils veulent, donc ils viennent nous dire on veut telle ou telle spécificité sur notre vêtement. On vient créer un vêtement pour eux qui est technique, et en bonus on vient avoir un impact carbone qui est minime, et fabriquer tout ça en France. Et justement, vous avez demandé à 2300 coureurs qui ont répondu à un questionnaire. Le 15 avril prochain, vous allez sortir le t-shirt Rêver du running à base de graines de ricin. Comment est né ce t-shirt ? Alors Théo Lapouche, il souhaite aussi avoir un t-shirt, il rêve de plusieurs t-shirts potentiellement pour la course à pied. Un t-shirt de running rêvé, on se pose tous la question, qu'est-ce que ça peut être ? Effectivement, 2300 réponses, donc on a fait un questionnaire en ligne, on a eu toutes ces réponses-là, avec une question principale, quel serait pour vous, Noémie, le t-shirt de running rêvé ? Quelles sont les caractéristiques ? Donc à 98%, il faut que ça soit un t-shirt qui soit léger et respirant, et 98% également, il faut qu'il soit anti-odeur. C'est pour ça qu'on est parti avec de la graine de ricin. En fait, la graine de ricin, c'est une matière végétale qui va nous permettre de faire de l'anti-odeur, antibactérien, et qui va aussi sécher très vite, qui sèche en fait 2 fois plus vite que du polyamide classique. Donc on vient en fait créer un vêtement technique qui correspond parfaitement aux besoins du consommateur, puisque c'est lui qui nous l'a dit, et il sort effectivement le 15 avril prochain. Un t-shirt à l'huile de ricin, qu'est-ce que vous en pensez, Emmanuel Baillot ? J'ai envie de l'essayer à partir du 15 avril, effectivement. Et l'autre grande attente des consommateurs, c'est l'anti-odeur. Ça, vous l'avez expliqué. L'anti-odeur, alors c'est pas une grande surprise, je pense, pour personne ici. Moi, le premier, Théo, on peut avoir tous ces problèmes-là. Et donc voilà, quand on en rêve, finalement, c'est aussi la question de base. Quand on en rêve, on souhaiterait un t-shirt anti-odeur. Notre travail, nous, chez Sensus, c'est de pouvoir le créer, de manière de pouvoir le vendre à un prix qui est quand même accessible, de pouvoir le faire en France avec un impact carbone qui est vraiment réduit. Ça, c'est notre métier et on l'a fait. Et combien il coûte ? Celui-ci, il sera à 49 € en précommande. Donc c'est un tarif qui est tout à fait accessible et c'est vraiment l'objectif. Nous, on fait de la précommande et on vend uniquement sur Internet. Et ça a vraiment un objectif pour avoir un prix qui soit accessible au plus de monde possible. Et c'est notamment pour ça qu'on vend uniquement sur Internet et en précommande. Voilà, produit en France. Emmanuel Baillot, le secteur du sport et des loisirs pèse environ 14 milliards d'euros en France. À un peu plus de 3 mois des JO de Paris, Bercy a lancé une plateforme pour améliorer les performances économiques du sport en France. Un lancement accompagné d'un objectif chiffré. Le secteur doit atteindre 3% du PIB en l'espace de 10 ans, contre 2,6% actuellement. En Allemagne, c'est 2,9% du PIB. En Autriche, 4,1%. On parle des équipementiers, des commerces, de l'événementiel. Pensez-vous que la filière française sportive aujourd'hui, elle est à la peine ? Non. Non, elle n'est pas à la peine. Elle est dans les starting blocks. Cet objectif. Tout le monde est dans les starting blocks pour aller sur ces objectifs-là. Effectivement, il y a un chemin à parcourir, les uns et les autres, que ce soit les retailers et les marques. Mais non, on n'est pas à la peine. Dans le monde du sport, il n'y a que des gens qui sont très motivés. Et quand il y a une ambition à aller chercher, tout le monde se remonte les manches pour y arriver. Et justement, les 50 à 60% de Français qui pratiquent un sport régulièrement exercent soit une activité sportive parfois poussée à l'extrême, d'autres une activité plus fun avec un rapprochement avec la nature. On peut parler par exemple du gravel, à mi-chemin entre le vélo de route et le VTT, du wingfoil, d'escalade. Est-ce que vous voyez ces nouvelles tendances ou d'autres tendances apparaître ?
De toute façon, il y a une complémentarité au niveau des pratiquants. Avant, on faisait que de la course à pied. Maintenant, quand on fait de la course à pied, on fait du training à côté, on fait du vélo, on fait de la natation. Donc, il y a une complémentarité déjà des sports pour pouvoir performer dans un sport. Et puis, effectivement, il y a des sports qui arrivent et c'est vraiment c'est de la découverte de différentes nouvelles sensations. Et moi, je voudrais juste, avec Sport 2000, on a fait un partenariat avec Inoxtag. Je ne sais pas si vous connaissez Inoxtag. Vous voyez, vous allez nous décrire. Le gamer, tu connais le gamer, un gamer qui a décidé YouTuber, voilà, plus spécialiste que moi. Donc un YouTuber qui a décidé de gravir l'Everest. Et là, tout le monde en parle en ce moment parce que c'est un YouTuber gamer qui va gravir l'Everest. Et c'est intéressant de voir comment cette nouvelle génération dont vous parliez tout à l'heure, comment on les amène au sport. En accompagnant, Inoxtag, il est venu chercher des matériaux dans 2 magasins Sport 2000 avant de faire cette excursion. Alors c'est pas une excursion, aidez-moi sur le mot, mais cette expédition. Cette expédition. Je vois Théo Lapouche, vous connaissez ce youtubeur. C'est important aujourd'hui de travailler avec des ambassadeurs aussi pour mettre en avant sa marque, son enseigne. Oui, tout à fait. Alors des ambassadeurs qui peuvent matcher aussi potentiellement avec le message qu'on essaie de faire passer. Effectivement, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui va toucher un public large, qui va potentiellement amener des personnes vers le sport. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et nous, oui, bien sûr, nous, on cherche et on a déjà des ambassadeurs. On a des ambassadeurs techniques, donc potentiellement notamment un athlète qui sera potentiellement aux Jeux Olympiques prochains. Et on a des ambassadeurs, je dirais, moins techniques, dans le but de représenter aussi la population globale, c'est-à-dire que quelqu'un qui va se mettre au sport demain potentiellement, il sera moins touché par la personne qui sera aux Jeux Olympiques versus la personne qui fait moins de sport. Oui, pour vous, c'est vraiment important de vous adresser vraiment à la globalité des coureurs. Alors pour vous, la priorité, c'est de créer des vêtements éco-responsables dans le monde dans lequel on vit, mais la top priorité, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des vêtements techniques, apporter ces vêtements techniques aux coureurs. Et là, vous savez de quoi vous parlez, parce que c'est assez simple pour vous, non? Alors simple, c'est pas du tout le terme. Par contre, alors effectivement, je suis la première barrière en termes de développement de produits. C'est-à-dire que moi, le premier, je viens tester et mettre le holà ou pas sur les potentielles matières qu'on va utiliser. Donc on a cité la graine de ricin, on travaille déjà sur des nouvelles matières. C'est là où aussi je peux intervenir en développement de produits. Après, on a déjà sorti et on va sortir des vêtements qui sont spécifiques pour la femme. Et là, Théo, pour le coup, il intervient beaucoup moins en termes de testing. Il intervient dans le développement, mais on s'est accompagné, et moi aussi, je me suis fait accompagner dans le développement d'une modéliste femme qui nous permet d'avoir des spécificités pour la femme que moi, je ne pourrais pas forcément voir. Avec tous ces produits innovants, superbes produits, on a envie de voir des magasins en complémentarité de la vente en ligne. Est-ce que c'est envisagé par votre start-up ? Alors la vente, je suis très, je pense réellement que la vente en e-commerce a un vrai potentiel à grande échelle. C'est-à-dire que on peut toucher beaucoup de monde d'une seule manière. Théo, en tant que chef d'entreprise, il se doit d'exécuter parfaitement sa mission, et notamment la livraison de ces vêtements-là, donc les créer, les livrer, avoir un service après-vente, etc. Et ça, quand on a un seul canal, c'est plus accessible que quand on en a plusieurs. Donc aujourd'hui, la priorité de Théo, elle est plutôt de perfectionner ce canal-là, élargir la gamme sur Internet, puisqu'on peut toucher vraiment beaucoup de monde finalement via Internet. Et ensuite, effectivement, ce qui est très intéressant et ce qui est peut-être, je dirais, le seul souci d'Internet, ou en tout cas c'est quelque chose que nous, on va essayer d'éviter, c'est-à-dire qu'on puisse venir toucher les vêtements, les essayer. Donc on était par exemple sur le salon Run Experience dernièrement pour le Marathon de Paris, et potentiellement des showrooms, etc., pour pouvoir laisser ou au moins toucher le vêtement Sensus. Et tout de suite, le chiffre de la semaine. Depuis la pandémie, la pratique de sport en salle a nettement augmenté, au détriment aussi des associations sportives qui peinent, elles, à retrouver leur rythme. Et le chiffre de la semaine, c'est, vous allez nous le dire, Julien. C'est 5 960 000 licenciés en fitness en France. C'est le numéro 1 des secteurs de licenciés, devant le foot, où on a 2 130 000 licenciés, et devant le tennis, où on a un tout petit peu plus d'1 million de licenciés. C'est quasi 5% de plus qu'en 2023.
malgré l'équipement et l'émergence de l'équipement à domicile et les cours en ligne, les applis qui ont été plébiscités. Et on arrive aujourd'hui à quasiment 4400 salles de sport en France, avec deux tendances qui s'opposent un peu. On a les réseaux low cost avec l'ultra-démocratisation des salles de sport. On n'a pas de service, on y va vraiment pour soulever de la fonte et pour avoir accès à de l'équipement. On peut citer Basic Fit, CrossFit, Neoness. Et à l'opposé, on a des concepts qui se premiumisent et qui sont surtout spécialisés sur une seule pratique. Et là, on a plus de services, on est dans des lieux d'exception. On peut citer Dynamo, par exemple, pour le cycling, mais aussi Temple Noble Art, par exemple, pour une pratique chic de la boxe. Et donc, ces concepts premium qui proposent des expériences exclusives à leur communauté. Vous avez déjà testé le boxing, par exemple? Voilà. Bon, intéressant. À tester en tout cas. Le modèle associatif sur lequel le sport repose, on le voit en France, peine à se renouveler depuis la pandémie. Les salles privées de fitness, d'escalade et même de foot, comme vous l'avez dit, Julien, ont séduit par leur liberté d'accès, de pratique, au détriment aussi des structures associatives qui n'offrent pas d'entraînement personnalisé. On voit que c'est la quête de la personnalisation dans tous les domaines. Merci à tous les trois d'avoir animé cette émission avec moi. On se retrouve la semaine prochaine sur les antennes de BFM Business.